Nous sommes on air. Bonjour à tous. Je suis Fabrice Berros, donc je suis directeur commercial pour ILEX International. Je suis ravi de vous accueillir nombreux à ce webinaire autour de la cybersécurité. Donc aujourd'hui, on aura l'honneur d'avoir Serge Carpentier, responsable du centre sécurité opérationnelle de DocaPost, pour son retour d'expérience sur l'utilisation des solutions d'ILEX et de Yubico autour de la sécurisation des accès au SI. Vos interlocuteurs aujourd'hui seront du coup Serge Carpentier, bien sûr, Guillaume Guérin, qui est directeur avant-vente pour ILEX International, et Laurent Nézo, qui est directeur des ventes pour Yubico au niveau IMIA. On va faire très simple, quelques mots sur Yubico, quelques mots sur ILEX, et puis ensuite on va laisser la parole à Serge Carpentier pour qu'il exprime et qu'il nous explique un peu qui est DocaPost au sein du groupe La Poste, ses activités, les activités du centre opérationnel de sécurité et de cyberdéfense, et puis plus particulièrement son projet aujourd'hui qu'il a pu gérer autour de la sécurisation des accès au SI avec les solutions d'ILEX et de Yubico. Donc, je vous propose de réunir vos questions, de les mettre dans le chat pour qu'on puisse y répondre par la suite. On laissera justement quelques minutes pour qu'on puisse répondre et privilégier des interactions. On va commencer de suite. Du coup, je vais laisser la parole à Laurent pour que tu nous expliques un petit peu qui est Yubico. Merci Fabrice. Ravi bien évidemment de faire partie des intervenants de ce webinaire. Donc je suis Laurent Nézo et ça fait un peu plus de 25 ans que je travaille dans la cybersécurité. Je représente bien évidemment Yubico aujourd'hui. Yubico, qui est Yubico? Yubico, c'est très rapidement une société suédoise, donc européenne, positionnée et spécialisée sur le domaine de l'authentification forte, et ce qui nous donne une légitimité aujourd'hui pour nous positionner en tant qu'acteur principal de ce métier-là. C'est le fait notamment qu'on existe depuis 2007, mais surtout qu'on a coécrit avec certains partenaires l'écriture dans le détail des protocoles d'authentification, que ce soit FIDO-E2F avec Google ou que ce soit FIDO2 avec Microsoft. Donc voilà, donc on est sans arrogance, mais voilà, on a l'ambition de bien connaître les enjeux d'authentification forte. Parfait. Merci Laurent. Et Guillaume, je vais te laisser la parole pour introduire rapidement ILEX pour ceux qui ne nous connaissent pas. Très bien, merci Fabrice. Donc Guillaume Guérin, moi je suis directeur avant-vente chez ILEX. Ça fait plus de 12 ans que je suis chez ILEX et ça fait 1 an que j'ai pris la direction de l'avant-vente chez ILEX. Et qui est ILEX justement? ILEX, c'est 70 personnes entièrement dévouées à toutes les problématiques de gestion des identités et des accès. Et donc aujourd'hui, ILEX, c'est vraiment un pure player. Ça fait 20 ans qu'on ne fait que ça. Et on ne fait que de la gestion des identités et des accès. Et donc, l'utilisateur, pour nous, est au cœur de notre métier. On va travailler autour de l'utilisateur, que ce soit autour de son cycle de vie, que ce soit sur l'ensemble des accès. Et on va construire, on va venir apporter de la sécurité, mais de la sécurité à la fois pour, mais surtout avec l'utilisateur, en travaillant autour des différents usages que Notre objectif, alors je ne sais pas, tu avais une remarque à faire? Non, j'en ai une petite coupure, Guillaume, mais... Ah, très bien. Vous m'entendez? Alors, donc, notre objectif, c'est, on va le voir aujourd'hui avec DocaPost, c'est de construire justement une relation de confiance avec nos clients et d'accompagner nos clients dans le temps. On le fait depuis de nombreuses années et on le fait notamment dans tous les secteurs d'activité. On va couvrir l'ensemble des secteurs d'activité et on va voir aujourd'hui justement cette relation qu'on a pu. On a accompagné DocaPost dans ses projets et Serge va nous présenter justement tout le projet qu'il a pu mener.
Merci Guillaume. Serge, à toi la parole pour nous présenter un peu cette activité de DocaPost que tout le monde ne connaît pas. Oui, donc merci Fabrice. Donc moi je suis Serge Carpentier, je suis en charge de la cybersécurité pour le groupe DocaPost sur le plan opérationnel. Ce qu'il faut savoir, effectivement, DocaPost, on entend beaucoup parler, surtout en ce moment. DocaPost, c'est quoi? DocaPost, c'est la filiale du groupe La Poste qui appartient à la branche numérique et on est là pour, entre guillemets, transformer et appliquer la stratégie du groupe La Poste sur la transformation de ses services en format numérique et accompagner aussi les entreprises dans la transformation de leur système d'information. Donc on a plusieurs cœurs de métier. On le voit assez souvent, surtout en ce moment dernièrement dans la presse spécialisée. On est hébergeur de données de santé, on a des plateformes de dématérialisation RH, on fait de l'archivage numérique, notamment le produit DigiPost. Effectivement, c'est un produit labellisé La Poste, qui est un produit pur La Poste, mais qui est opéré par DocaPost. On fait du vote électronique, notamment avec la société Voxali. On est devenu numéro 1 du vote électronique. On fait de la signature électronique, donc on accompagne les entreprises dans leur parcours client pour pouvoir signer numériquement leurs documents. On fait de l'éditique. Alors l'éditique, c'est la transformation du numérique en format papier. C'est-à-dire qu'on va avoir potentiellement des fiches de paie qu'on va transformer en format papier, qu'on aura reçu en numérique. Voilà, on a différents cœurs de métier. On fait aussi beaucoup de plateformes numériques. Donc par exemple, on a entendu parler pendant la crise du Covid-19. On a développé Maladie Coronavirus en partenariat avec différents consortiums. On a fait la délivrance des masques lorsqu'on a repris, entre guillemets, on a commencé à reprendre une vie normale, enfin un semblant de normalité dans ce contexte. Voilà. Et on accompagne l'ensemble des entreprises dans leur transformation de leur récit, justement, qui souhaitent en fait évoluer sur les services qui rendent soit à leurs clients ou à leurs collaborateurs. Il y a un aspect fort de réglementation et de conformité chez DocaPost. C'est ça, tout à fait. Aujourd'hui, on est soumis à beaucoup de réglementations, que ce soit des certifications ou des qualifications, notamment les deux plus grosses dernières qu'on a obtenues, donc notamment aussi la qualification et la certification de l'identité numérique du groupe La Poste. Là-dessus, DocaPost en fait a accompagné le groupe La Poste. Donc La Poste a développé une grosse partie, mais nous on était en partenariat avec Thales pour développer le mécanisme du second facteur d'authentification, qui lui est passé par plusieurs phases, par les audits d'Insesti, des audits par des PASI. Et donc, on a obtenu cette certification. Donc, ça nous permet d'effectuer des transactions, on va dire, dans l'Union européenne, avec la réglementation EIDAS. Et on a eu, effectivement, aussi la dernière, c'est la certification en tant qu'hébergeur de données de santé, HDS. Donc, c'est un gros travail qui a été fait par les différentes équipes qui étaient mais on a réussi. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que DocaPost est soumis à beaucoup de réglementations. Je vais en prendre une petite dernière. La partie, quand on dit qu'on fait de la dématérialisation et de l'archivage numérique, on est tiers archiveur et c'est pareil, on a des certifications et des qualifications sur ces périmètres. D'accord. Et donc toi, voilà. Tu parles du COSC, Serge. Qu'est-ce que c'est le COSC ? Et alors, le COSC, en fait, il a été créé en 2017. L'objectif, c'était un petit peu d'être capable de répondre en fait à des besoins qu'avait le groupe DocaPost, malgré que le groupe La Poste soit présent et il y a déjà une stratégie et différents centres. La problématique, c'est qu'on applique ce qu'on appelle une stratégie globale et on n'a pas potentiellement la vision de ce qui se passe dans les différentes business units, dans les différentes filiales. Et notre président directeur général, Olivier Vallée, ainsi que notre DSI, a souhaité mettre en place un centre. Donc, ça a été suite en fait aux cyberattaques de WannaCry et NotPetya, pour qu'on soit en capacité à réagir beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement sur différents incidents en fait qui pourraient avoir lieu chez nous. Donc notre premier métier, en fait, notre première mission, c'est la réponse aux incidents. Ça va être d'analyser les menaces par différentes notifications qu'on peut recevoir de l'ANSSI ou même ce qu'on a chez nous, le service de lutte contre la cybercriminalité du groupe La Poste. Ça va être l'investigation numérique. On nous missionne des fois pour faire des investigations numériques, alors que ça soit dans la partie métier ou dans la partie suite à un incident, ou la réponse défensive, s'assurer que lorsqu'on a un incident, que le projet ou la BU va répondre par un acte défensif et pas par un acte offensif. On a aussi un SOC qui est en pleine évolution et qui continue à se déployer. Lui va être plus là en fait pour la partie surveillance des applications de métier ou surveillance des différents SI.
les mécanismes de contrôle et de détection de vulnérabilité, et on va aussi avoir un rôle d'implémenter la sécurité dans les projets, notamment là, ce qu'on a mis en place, la fédération d'identité, ça fait partie d'implémenter la sécurité dans les projets, répondre à tes questions, les administrer et les gérer, parce que c'est important que ça soit certaines briques du SI ou qui composent la sécurité soient gérées par vraiment une cellule ou un centre qui soit sorti de tous les projets. Et la dernière chose, c'est la cyberdéfense. La cyberdéfense, on a un besoin d'appliquer la stratégie, entre guillemets, qui est définie par le groupe La Poste, s'assurer qu'elle soit bien redescendue, en fait, dans toutes les filiales, dans toutes les BU, au sein de DocaPost, et être capable de le rendre compte. Donc ça, on fait ça conjointement avec un service qui s'appelle la direction de la sécurité des systèmes d'information chez nous. On fait ça donc je fais ça avec mon collègue, et on a affaire à eux et on regarde un petit peu ce qu'on doit mettre en œuvre et comment répondre à ces besoins. D'accord, ok, très clair. Et donc, de fait, vous avez cette problématique d'absorber régulièrement des nouveaux SI, chose qui a du coup fait son essor un petit peu au moment où la crise a surgi. Comment ça s'est passé? Oui, tout à fait. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on a DocaPost absorbe beaucoup de systèmes d'information, donc on va dire rachète des entreprises, et des DSI sont déjà en place. Donc on ne peut pas arriver entre guillemets avec nos gros sabots en disant ben voilà, c'est comme ça que vous allez faire maintenant. L'entreprise en fait a une certaine ADN, a ses process de fonctionnement, et on ne peut pas tout casser du jour au lendemain. Donc la seule solution qu'on a lorsqu'on arrive nous avec nos process et puis notre vision cyber, c'est d'accompagner, on va dire, ces nouvelles filiales, ces nouvelles BU qui sont intégrées chez nous, en leur proposant du service, et derrière, en leur expliquant et en regardant un petit peu ce qu'on peut implémenter chez eux de leur côté, justement les services que nous on met à disposition de ces différentes entités. Donc notamment, on a racheté une société qui s'appelle Softeam, qui est une très grosse société. Vous comprendrez qu'on ne peut pas arriver et puis leur dire bon, maintenant vous allez faire comme ça. Donc on travaille en fait avec les gens de chez eux à voir quelle synergie, quelle stratégie on peut avoir sur la même lignée et qu'est-ce qu'on peut appliquer ensemble pour pouvoir travailler cette partie-là. Et c'est vrai que là aujourd'hui où on a ouvert on va dire entre guillemets un axe de menace qui est beaucoup plus élargi, c'est effectivement c'est DocaPost face à la crise du Covid-19. Lorsque nous on a lancé le projet de cette solution de fédération d'identité, on n'était pas face au Covid, hein. Donc notre objectif c'était bien de lancer quelque chose et d'avoir une espèce de jeunesse, donc justement de transformer ce mécanisme d'authentification, de le pousser par la suite. Et puis, la crise est arrivée et ce qui s'est passé, c'est que c'est là qu'on se rend compte qu'on est face à quelque chose qui prend de l'ampleur. C'est que on a des stratégies de télétravail, hein, je pense que ce qui est négocié avec pas mal d'entreprises et des collaborateurs. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, face au Covid, on a un élargissement de cette menace c'est que le collaborateur, lorsqu'il est en télétravail, il va en télétravail 2 jours, il revient dans l'entreprise. Là, on a dû faire face à quelque chose qui était beaucoup plus important, qui est potentiellement l'utilisateur qui va rester plus de temps chez lui, donc potentiellement avec une perte en fait, de contrôle sur son poste de travail. On ne connaît pas le réseau là où il va se situer, on ne sait pas qui se trouve dans le réseau, on a potentiellement des objets connectés, on a pas mal de choses qui sont inconnues en fait dans son environnement. Donc ça, c'est ce qui va créer un petit peu la menace supplémentaire avec la crise du Covid-19. C'est quelque chose qui a été amené en direction. Ça a vraiment amené un changement de stratégie de votre part? Tout à fait, parce que lorsqu'on a annoncé, lorsqu'il y a eu l'annonce en fait du Covid-19 et du confinement, et d'ailleurs le projet Login qu'on a lancé a été un petit peu écarté puisqu'on devait le lancer le jour où il y a eu, 2 jours après les annonces, puisque ça a eu lieu un vendredi et on a les nouvelles stratégies. Au niveau des différentes entreprises ont dû se mettre en place le lundi qui a succédé en fait ces annonces. Nous, effectivement, on a dû prendre, on va dire, un nouveau virage, une nouvelle direction. C'est vrai que dans les slides institutionnels du groupe DocaPost, on a ce titre que j'ai laissé, notre conviction pour une transformation réussie, allier le meilleur de l'expertise métier, de la technologie, de l'humain. C'est un petit peu ce qui s'est passé. C'est vrai que ça n'a pas été évident pour les entreprises. Ça, c'est ma vision. Et moi, je vois un petit peu le retour qu'on a eu vis-à-vis de notre COMEX, qui était très présent pendant cette période. Ils savent tenir la barque. Il y a vraiment eu des pilotes dans l'avion. Ça a été vraiment très impressionnant, rien que sur le fait de stratégie de l'entreprise qui a dû se réinventer.
Comme je vous l'ai dit, on a sorti le site maladie coronavirus, la partie masque PME, il y a eu plein d'autres choses. Il y a eu des partenariats qui ont été passés. On fait de l'éditique, donc on transforme du numérique en papier. Il y a des partenariats qui ont été passés avec des ministères qui ont réimprimé les devoirs des enfants qui n'avaient pas accès en fait au numérique, dû à une fracture numérique. Donc ça a été mis en œuvre par Docapost. Et là, c'est vraiment super avec le groupe La Poste. Pour les DSI aussi. Les DSI, elles ont dû aussi un petit peu activer leur plan de continuité d'activité. Là où généralement on a un plan de continuité d'activité un petit peu spécifique, qui doit se réinventer parce que comme je vous l'ai dit, les collaborateurs sont en dehors en fait du réseau. Donc on va faire face à un collaborateur qui va naviguer un petit peu tout seul. Et puis donc ça, faut quand même l'assurer, puis il faut le mettre très rapidement en place pour accorder l'utilisateur chez nous. Et puis il y a eu la partie cyber. Où, dès le départ, en fait, lorsque ça a été annoncé, on l'a très bien su qu'on allait devoir faire face à des nouvelles menaces et il allait falloir vite se mettre en route pour agir rapidement. Et donc, ce projet Login, le projet Login, il était là, tout simplement. Effectivement, aujourd'hui, on le voit bien, on avait pas mal de DSI, on a pas mal de collaborateurs qui sont en dehors. Et le premier objectif, c'était de durcir en fait l'authentification et l'accès à la donnée de Docapost, justement, en déployant ce projet. Et lorsqu'on a fait un constat tout simplement que, par exemple, les bureaux de poste fermaient, lorsqu'on a dû mettre, nous, des personnes en VPN, on s'est rendu compte que on ne pouvait plus envoyer le second facteur d'authentification. Donc, on a remis sur le projet qui avait été, entre guillemets, écarté, qui était passé en second plan à cause de la crise du Covid. On a remis sur la table pour solutionner ce problème-là. Et surtout, pour apporter le second facteur, donc des gens avaient déjà des choses en leur possession qu'ils ont pu réutiliser dans le projet Login, et puis fournir aux utilisateurs, aux collaborateurs, un second facteur facilement installable sur leur téléphone, sur leur tablette, qui a pu venir se coupler avec l'identité en fait qui leur permet de travailler. Et c'est que on a une vision, c'est surtout la mienne, c'est pour ça que j'ai tenu à qu'on mette cette phrase-là. On aura beau mettre toute la difficulté qu'on veut dans son mot de passe. Alors effectivement, essayer de casser un mot de passe cryptographiquement, ça va être très très compliqué. Néanmoins, il y a d'autres surfaces d'attaque qui sont possibles. Il y a ce qu'on appelle le shadow surfing, regarder par l'épaule de son voisin pour intercepter le mot de passe. Le mot de passe est complexe, mais il a quand même été intercepté. La partie keylogger, on peut très bien avoir un keylogger qui va récupérer le mot de passe. Le mot de passe est complexe, mais il a quand même été dérouté. Le phishing, on a de plus en plus de phishing qui sont ultra sophistiqués et on a beau avoir l'impression d'être sur un site de l'entreprise qui est complètement valide, alors que ça n'est pas le cas. Donc voilà, donc c'est pour ça, c'est pas pour dire qu'un mot de passe ne vaut plus rien, entre guillemets, sur sa complexité, mais aujourd'hui, on le voit, au vu en fait de l'utilisateur qui va se retrouver dans un environnement où on n'a pas la maîtrise et que on ne sait pas qui est connecté à ce même réseau, donc potentiellement dans un réseau où on ne peut pas avoir confiance, le mot de passe seul ne suffit pas pour protéger une identité. Tu parles de phishing. Je pense, Laurent, que tu as quelques infos par rapport à cette menace qui te parlent bien et que tu arrives à bien contrecarrer. Oui, il y a forcément des chiffres qui sont partagés par plusieurs études, dont celle-ci, je crois, est de référence IBM, si je me souviens bien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est pour aller dans le sens de c'est que le mot de passe aujourd'hui, il est plus suffisant. Et la majorité des attaques, plus de 80% des attaques aujourd'hui, il y a des brèches de sécurité qui interviennent et qui attaquent toutes les entreprises et tous les verticaux, ont pour origine, bien souvent, le vol d'identifiant mot de passe. Donc, c'est vraiment un fléau. Et quand on voit, je sais que là, les dernières semaines ont été riches dans la communication d'attaques qui ont touché différents secteurs de l'économie. Bien souvent, quand il y a du ransomware, pour 80%, ça veut dire qu'au départ, il y a eu un vol d'identifiant mot de passe, ou en tout cas, il y a eu une usurpation de compte ou un compte qui a été volé. Donc, c'est bien évidemment des études qui sont, et les chiffres sont à peu près les mêmes, toutes études confondues. Et donc, c'est notamment à ça que bien évidemment, Docapost peut faire face également. Donc, plusieurs enjeux, en fait. Ce que je comprends, c'est que l'identité est au centre de ces problématiques. À la fois capitaliser sur un existant de par, justement, l'absorption de ces différentes DSI, de ces différentes entités, augmenter les niveaux de sécurité et contrôler et mieux surveiller les accès parce que
les personnes en télétravail vont être amenées à travailler sur des périphériques moins maîtrisés. On a effectivement moins le contrôle de ces accès applicatifs notamment. Et tout ça en simplifiant l'expérience utilisateur, ce qui est de loin un enjeu qui n'est pas négligeable. Donc, je crois que ça t'a mis, Serge, ou ça vous a mis dans une situation assez contraignante, de fait. Tout à fait, parce que quand on dit en fait utiliser l'existant, c'est vrai que c'est une contrainte. Aujourd'hui, utiliser l'existant, il faut qu'on arrive en fait à c'est pas à nous d'apporter et de forcer cette transformation, c'est plutôt parce que ça c'est un petit peu la sécurité de il y a 15-20 ans en arrière. On arrive, on dit que ça doit être comme ça. Ok, ça doit être comme ça, mais ça peut apporter des problématiques sur le fonctionnement de travail. Il faut qu'on apprenne à s'adapter et à évoluer, et plutôt nous à épouser, entre guillemets, le fonctionnement des différentes BU métiers. Je ne dis pas que tout ce qui est fait, c'est très bien, mais il faut plus aller dans cet axe-là. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une contrainte, et je le vois, hein, je vois nos RSSI chez nous, c'est un petit peu très compliqué pour eux, c'est la rupture de l'identité et de l'applicatif. Aujourd'hui, le fait de multiplier les services et de ne pas avoir de mécanisme centralisé apporte une grosse contrainte, c'est que chaque responsable de l'actif ou de service va devoir faire une revue d'habilitation, savoir qui est présent dans l'application, quelle autorisation il a. Si aujourd'hui on a un mécanisme centralisé et on va dire de rassembler, le mécanisme de contrôle d'entrée-sortie, on est capable un petit peu de mieux le contrôler. La variété des usages et des devices, j'ai vu une question justement, c'était quoi le second facteur dès le départ. En réalité, on en avait plein. On avait des infrastructures RSA, on avait des Google Authenticator, on avait du TOTP divers. Nous, on s'est ouvert un petit peu à être capable en fait de cumuler en fait tous ces devices et de les mettre en œuvre. Les environnements sur la partie environnement hétérogène, les contraintes, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, on a des applications web, c'est sûr, c'est ce qu'on va protéger, mais si on veut aller plus loin, on a aussi les postes de production et pourquoi pas les postes bureautiques. Donc ça, on voulait vraiment partir sur un mécanisme en fait qui puisse s'ouvrir à tout ça. Les contraintes réglementaires, on le voit du fait de nos différentes certifications. Aujourd'hui, on ne peut plus faire l'impasse et on audite, on le voit, hein, de plus en plus, les audits sont de plus en plus serrés et compliqués. On a du mal à faire l'impasse sur certains sujets. Potentiellement l'administration des systèmes d'information sécurisés, qui dit comme quoi qu'on doit être dans un réseau spécifique, on doit contrôler la machine, on doit savoir qui se connecte à quoi et qu'on soit sûr que l'identité soit bien validée par un second facteur. Et puis, effectivement, l'évolution de la menace, comme tu l'as rappelé Laurent, on est face aujourd'hui à clairement même en ce moment en pleine période de crise où le collaborateur, c'est clair, on ne peut plus se fier sur où se trouve le collaborateur. Il faut juste se dire le collaborateur, il a un terminal. Et il faut faire abstraction de tout ce qu'il y a autour au niveau du réseau et se dire, je ne peux plus me concentrer sur son environnement, mais plus sur l'utilisateur et son poste de travail. Donc notre objectif, ça a bien été d'augmenter l'authentification et d'authentifier que ce soit l'utilisateur, le poste de travail ou le service, de fédérer l'ensemble de ces identités et d'augmenter le niveau de sécurité par rapport à l'authentification. Donc, ça apporte derrière des gros avantages. Effectivement, à la fin, on n'a plus qu'un seul référentiel. Nous, aujourd'hui, cette infrastructure, elle est sous surveillance parce que c'est aussi un petit peu le but. Hein. Le but, c'est pas de poser cette brique-là et de la laisser vivre, c'est aussi de nous surveiller les accès. Donc, on va pouvoir faire un petit peu de l'analyse comportementale de l'utilisateur. On va pouvoir, potentiellement, on a des analyses de qui se connecte d'où à quoi. Donc, potentiellement, un collaborateur qui se connecte à 23h, minuit, sur par exemple un système d'administration, pour nous ça va nous paraître un peu bizarre, donc on va pas le bloquer, mais on va lever une alerte, puis on a des process en interne qui nous permettent d'aller au bout de l'analyse. L'industrialisation et la gestion applicative de l'utilisateur, aujourd'hui le développeur ou la mise en service d'une application, le développeur n'a plus à se concentrer sur comment il va authentifier, ça va être pris dans l'analyse de risque de l'application, à savoir quel niveau de degré la donnée doit avoir et quel niveau d'authentification on va lui donner pour pouvoir y accéder. Et l'interconnexion, l'interopérabilité, l'objectif aussi, c'est de dire de fournir des services à ses clients. On le voit de plus en plus, les entreprises ont des infrastructures de fédération d'identité. Comment s'interconnecter avec eux justement pour leur dire, vous gérez l'authentification de votre collaborateur et nous, on va vérifier l'autorisation.
Donc, tu amènes cette notion d'interopérabilité et à ce moment-là, donc la nécessité de s'appuyer sur une solution à la fois standardisée mais également suffisamment ouverte pour englober des nouveaux systèmes. Guillaume, peut-être du coup nous en dire un peu plus sur la solution Sign & Go d'Ilex. Oui, en effet, parce que ce qu'on vient de voir avec Serge, justement, c'est qu'on va avoir un ensemble de problématiques autour du contrôle d'accès. Et donc, la solution Sign & Go qu'on va mettre en œuvre va répondre à l'ensemble de ces problématiques-là, va être capable de dire je suis capable de répondre à des problématiques d'utilisateurs internes, à des utilisateurs externes. Ces utilisateurs, ils veulent accéder à des multitudes d'applications différentes. Ça peut être des applications clients lourds, ça peut être de l'application web, ça peut être en on-premise, ça peut être dans le SaaS, ça peut être dans le cloud. Et donc, il va falloir avoir la possibilité de sécuriser l'ensemble de ces accès. L'utilisateur, il peut y accéder depuis des postes différents, des postes maîtrisés, des postes qui peuvent être non maîtrisés, comme le disait Serge, ou encore des mobiles. Et donc voilà, et donc vraiment, on va mettre en place une authentification. Alors on va parler d'authentification adaptative, qui va être capable en fait de prendre en compte le contexte d'authentification de l'utilisateur, travailler sur le risque de cette connexion, et qui va être capable d'aller proposer la bonne ou les bonnes méthodes d'authentification au bon moment. Et pour ça, on va pouvoir s'appuyer justement, on va être capable en fait de proposer une multitude de méthodes d'authentification différentes. Et dans ces méthodes, et dans Sign & Go, il va y avoir un certain nombre de méthodes d'authentification qui sont directement intégrées au sein de la solution. On peut faire du push mobile, on peut faire du TOTP par SMS, par mail, on va pouvoir faire de la carte à puce, on va pouvoir travailler sur les certificats et ainsi de suite. Et puis on travaille beaucoup avec les partenaires, alors notamment sur les normes, les dernières normes dont parlait Laurent tout à l'heure, donc sur du WebAuthn, sur du FIDO2. Et on va avoir, par exemple, un partenariat avec YubiKey, on va pouvoir exploiter les différentes technologies de la clé pour mettre en œuvre la bonne authentification. D'accord. Donc, un socle global pour gérer les accès de l'ensemble des populations et la capacité de s'interfacer avec différentes méthodes, différents schémas d'authentification, notamment cette YubiKey de Yubico. Laurent, je te laisse nous en dire plus sur ses spécificités. Oui, alors qu'est-ce que c'est la YubiKey? C'est une clé au format USB, même si elle a la capacité, et je crois qu'on en reparlera avec Serge un petit peu plus loin, de fonctionner notamment en sans contact, par le biais d'une antenne NFC, en Near Field Communication. Mais c'est une clé USB, bien évidemment, en espace de stockage, c'est une clé de sécurité, une clé d'authentification. Et sa particularité, c'est qu'elle est capable de travailler finalement avec plusieurs méthodes, avec plusieurs protocoles, que ce soit des méthodes, des protocoles de type OTP, One Time Password, que une majorité de gens connaissent aujourd'hui, puisque c'est un protocole qui date des années 90, que ce soit avec un protocole de Smart Card, de pays carte à puce, qui apporte un niveau de sécurité un peu plus élevé, et c'est un protocole qui est largement répandu également, tout comme bien évidemment des protocoles forcément plus récents et intéressants comme le sont FIDO2F et FIDO2. Donc l'intérêt de la YubiKey, je crois qu'on va le voir sur le slide suivant, c'est de pouvoir travailler simultanément avec l'ensemble de ces protocoles, même si la différence entre ces différents protocoles, bien évidemment, elle se fait sur l'expérience utilisateur et elle se fait également sur le niveau de sécurité, puisque chacun de ces protocoles a certaines limitations ou une avancée particulière sur l'expérience utilisateur, notamment les faiblesses, ou alors des niveaux de sécurité qui peuvent être également différents. Voilà. Mais la YubiKey, elle sait travailler avec tous ces protocoles, que ce soit les plus anciens en quelque sorte, que ce soit les protocoles modernes, comme notamment les deux protocoles FIDO. Et dans la famille de clés YubiKey, bien évidemment, il y a différents modèles, en USB-A, en USB-C, mais si j'en citais qu'une de YubiKey, c'est celle qui va arriver dans les prochaines semaines, qui est la Babio YubiKey. Donc, ce sont les deux modèles côté droit de l'image, qui est une clé biométrique et qui va intégrer un capteur biométrique comme une alternative intéressante au code PIN pour aller encore plus loin dans la simplification de l'expérience utilisateur. D'accord. D'accord. Un ensemble de potentiels sur un ensemble de devices pour un ensemble d'enjeux et de populations, du coup.
Oui, c'est ça, et on voit bien au travers du projet de DocaPost, on voit bien l'ADN de DocaPost qui est à un moment donné d'internaliser différentes sociétés, différentes business units, et donc ça veut dire qu'il faut faire face à différents enjeux métiers, différents use cases, bien évidemment des use cases d'utilisateurs classiques, hein, de bureaux, accès à la messagerie, ouverture d'une session Windows, mais aussi des use cases comme peuvent l'être un poste partagé, comme peuvent l'être également le fait qu'un partenaire, un fournisseur ait besoin d'accéder au SI, donc forcément avec des droits et une authentification adaptée à son rôle, tout comme bien évidemment des logiques de B2B ou B2B2C pour s'adapter aussi à l'authentification des clients de l'organisation. Et puis, il y a des contraintes aussi qui amènent des use cases particuliers, comme par exemple le fait que rares sont les organisations qui équipent tous leurs employés de téléphones corporate. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, l'usage du téléphone comme moyen d'authentification, il est intéressant, mais il est rarement être considéré comme l'unique outil d'authentification, tout simplement parce que tout utilisateur n'a pas forcément un téléphone corporate à sa disposition. Et puis pour finir, on s'est travaillé avec toute une liste de partenaires technologiques, applicatifs, fournisseurs d'OS. Bien évidemment, ILEX fait partie de nos partenaires importants dans la catégorie IAM et fédération, tout comme par exemple Olix, puisque je sais que c'est une des applications côté PAM qui est utilisée par DocaPost. Bon, très bien. Donc, du coup, un socle global d'Autante, une solution ouverte pour s'appuyer sur l'authentification forte, second facteur, la clé Yubico. Serge, comment ça s'interface concrètement dans le projet? Aujourd'hui, je pense que ça va répondre à une ou deux questions que j'ai vues là. C'est vrai que lorsque l'utilisateur il arrive et alors aujourd'hui, nous, ce qu'il faut savoir, c'est que notre objectif et notre choix, c'est qu'on stocke aucune donnée. Ça veut dire qu'on fait juste office de passerelle, on fait juste une comparaison des informations qui sont mises à notre disposition. Ça, c'est la première des choses. Et puis tout ce qui va passer à travers de notre infrastructure de fédération d'identité, on utilise ce qu'on appelle des ID pivots, pour essayer justement de stocker de la donnée sur nos infrastructures. Comment que ça va se passer? L'utilisateur, de toute façon, on va gérer sa localisation. Sa localisation, ça va être quoi? De toute façon, c'est simple, c'est très clair. L'utilisateur peut travailler d'où il veut. Néanmoins, le COSC a en fait ce qu'on appelle, on a des bases de feed de threat intelligence. Et si on a eu, en fait, si on a dû faire face à une attaque sur une usurpation d'identité par rapport à un phishing, les actes qui vont être perpétrés vont être perpétrés sur la tentative d'accès depuis un réseau qu'on aura identifié, donc un, d'anonymisation potentiellement, ou deux, depuis un réseau de ce qu'on appelle de botnet qui sera utilisé pour pouvoir rentrer dans l'entreprise. Donc ça, ces adresses IP, elles sont identifiées, et nous, chez nous, on a donc un centre de surveillance, on a un SIEM, on a ce qu'on appelle des abonnements à défi, et on est capable d'identifier donc la localisation de l'utilisateur, à savoir est-ce qu'il est sur potentiellement une IP malveillante ou pas. On va analyser un petit peu la requête qui va être émise. Si on a, on va dire, un comportement bizarre dans la requête qui va potentiellement être une injection SQL ou autre, ça va passer par des mécanismes de contrôle, à savoir est-ce que l'acte il est bien légitime à passer, est-ce qu'on est bien en train de faire quelque chose qui est autorisé par DocaPost ou pas. Troisième chose, c'est l'accréditation. L'accréditation, on est capable, quand on raccorde en fait les applications de notre infrastructure, on est capable de leur mettre un niveau d'accréditation. Alors, je prends par exemple, on a raccordé notre centre de réservation de salles qui est accessible qu'en interne de l'entreprise. On se doute bien qu'on n'a pas besoin de mettre un second facteur pour aller réserver une salle de réunion. Néanmoins, on accède à d'autres parties du SI où là, on a besoin d'un plus grand niveau. Donc, vu qu'on sait d'où vient l'utilisateur pour accéder à quelle application, on lui a déjà affecté dès le départ un poids d'accréditation que l'utilisateur doit prouver qu'il est capable d'avoir pour pouvoir accéder à l'application. Après, on va procéder à l'authentification de niveau 1 qui va nous permettre tout simplement de valider son login et son mot de passe. Et nous, on apporte des mécanismes supplémentaires, par exemple, rien que sur la mire, sur l'IDP, on est en train de tester, et c'est en cours de test, on a déployé un agent qui s'appelle, c'est un agent T-Cell, qui va récupérer en fait le login de l'utilisateur et on va faire une comparaison dans des bases en fait qui auraient fuité sur Internet
pour s'assurer que justement, on n'est pas en train d'avoir la localisation d'une connexion d'un utilisateur depuis une IP malveillante avec potentiellement un compte qui aurait fuité. Donc ça, c'est l'ensemble des contrôles qu'on fait. Après, l'utilisateur, selon à laquelle application il va vouloir accéder, on va déployer un modèle de sécurité, d'accord? On va contrôler l'utilisateur pour qu'il nous prouve son identité au second facteur ou plus. Et puis derrière, on va injecter une trace dans notre système qui va nous permettre de dire, on a l'utilisateur ID qui s'est bien connecté à telle application, comme nous demande en fait l'ensemble des réglementations à laquelle on est soumis. D'accord, ok. Donc là, on a l'ensemble du schéma du parcours d'authentification jusqu'à la traçabilité de l'accès. Oui. Ici, les différents niveaux du coup d'accréditation. Alors, la partie, les niveaux d'accréditation qu'on va avoir, on les a définis en 4 parties. Le premier niveau, c'est l'identifiant login mot de passe. Comme je vous l'ai dit, dans ce contexte, et même on le voit au fur et à mesure, on ne peut plus se fier en fait à ce mot de passe qui potentiellement peut être facilement subtilisable par d'autres techniques en fait d'attaque. Donc ça va être pour accéder vraiment à des plus bas niveaux d'accès à une application. Le niveau 2, en fait, ça va être le second facteur obligatoire. Ça veut dire que là, on demande une clé Yubico, ou alors on demande un token RSA, ou on demande un Google Authenticator. Le troisième niveau, là, on va repartir sur une méthode il y a 10 ans en arrière, c'est faire confiance en fait au réseau de l'entreprise, parce que clairement, aujourd'hui, quand on se base en fait sur le réseau identifié, c'est pour ma part, c'est un manque, en fait, c'est un palliatif qu'on a fait, justement, un manque de contrôle dans l'application. Donc, on s'est dit, on va se baser sur l'authentification, savoir de quel réseau il vient. Donc là, on va authentifier le réseau. C'est le cas, par exemple, je prends un exemple, vous souhaitez, chez DocApost, vous souhaitez accéder à une application, je sais pas moi, de comptabilité ou de gestion. D'accord. Là, on va identifier le réseau, on va vérifier que l'utilisateur est bien dans son périmètre à laquelle la politique de sécurité qui a été déployée pour l'accès à cet applicatif a bien été mise en œuvre. Et dans ces cas-là, on lui demandera qu'il fasse partie du bon réseau, login, mot de passe, second facteur. Et le niveau 4, c'est on va passer sur un terminal qui va être homologué. Alors, aujourd'hui, on a 2 tiers de ce niveau de 4, on est en train de déployer l'IGC qui va avec, mais l'homologation du terminal, c'est important pour nous parce que c'est ce qui va nous permettre de savoir si l'utilisateur est dans un environnement à lui ou si dans un environnement à nous. Et là, on ne va pas loguer, on va lui refuser l'accès tout simplement. Si la personne, on a défini une politique de sécurité qui dit telle application doit être accédée depuis un terminal homologué, donc par le service bureautique chez nous, lorsque la personne va préparer la machine, que ce soit le PC ou le téléphone mobile, on va lui déployer un certificat qui, lorsqu'il viendra s'identifier sur l'infrastructure de fédération, en arrière-plan, le certificat va passer, on sait qu'il est sur un terminal validé. Et après, on aura un login, un mot de passe, second facteur, et puis, s'il faut, un 3e mécanisme d'authentification et un 4e. Donc ça, tout ça, le niveau d'accréditation, c'est vraiment de dire, est-ce que l'utilisateur, il a bien les droits, il est bien en train d'accéder à une application à laquelle il est autorisé, est-ce qu'il est dans un environnement qui est conforme en fait à nos politiques de sécurité. D'accord, très bien. On a quelques exemples tirés du guide utilisateur. Je crois que c'était une étape importante dans le déploiement du projet. C'est ça, tout à fait. Lorsqu'on a déployé le projet et qui a été accéléré justement par les annonces du Covid, on ne pensait pas qu'on allait arriver aussi vite à ce stade-là. Là où on a fait un gros travail, et je pense que c'est les notions fondamentales en fait d'un projet de ce genre, c'est l'accompagnement de l'utilisateur. Aujourd'hui, au moment où on a lancé le projet et au bout d'un mois et demi, on avait raccordé à peu près 2000 utilisateurs. Sur ces 2000 utilisateurs-là raccordés, on n'avait que 15 appels au support. Le travail, la communication a fait tout un travail justement à nous aider à rédiger le guide utilisateur, les différents points de blocage qu'il pourrait avoir, l'utilisation du service. Et notre objectif, c'est vraiment d'adresser une mire d'authentification qui va en fait être très simple à utiliser. Et on a fait des écrans aussi simple que Google qui dit, en gros, tu mets ton login, ton mot de passe, on indique à l'utilisateur que son niveau, il est de niveau 1 et qu'il est très faible et que malheureusement, il ne pourra pas accéder en fait à beaucoup d'applications. S'il veut accéder à d'autres applications, il faut qu'il enrôle un second facteur. Donc, on a tout un mécanisme d'enrôlement qui est très simple et c'est du clic à clic, on suit pas à pas. Et puis derrière, lorsqu'il s'authentifie, il met son login, son mot de passe, il met sa clé FIDO, il appuie et tout lui est indiqué à l'écran. Donc, l'objectif, c'était vraiment d'être le plus simple possible. Et ça, pour moi, c'est une notion clé, en fait, qui va permettre, en fait, de réussir ce genre de projet.
Ce type de cinématique que vous avez mis en place, vous l'avez mis en place pour une authentification, mais également pour la réinitialisation, pour d'autres cas de figure, en fait. Tout à fait. On a des mécanismes de réinitialisation. Donc là, potentiellement, on peut avoir un second facteur par SMS ou par email. Ça ne veut pas dire qu'il va avoir une accréditation de second niveau. Hein. C'est un mécanisme de second facteur. Pour nous, on a souhaité mettre ça. Pourquoi? Parce que ça apportait aussi un mécanisme en fait de surveillance et de responsabilisation de l'utilisateur, du collaborateur. Si l'utilisateur s'est fait ou le collaborateur s'est fait usurper son compte et que le lendemain il se réveille ou même qu'il reçoit un SMS en lui disant voilà, vous avez reçu un code de second facteur, clairement, ça veut dire qu'il s'est fait usurper son identité. Donc on lui a dit qu'il faut qu'il nous notifie en fait de cet acte, qu'il n'en est pas responsable, et nous on va vérifier, on va analyser un petit peu les différents événements qu'on pourra avoir en fait dans la partie surveillance. Mais voilà, donc si la personne veut changer son mot de passe ou qu'on considère que l'endroit où elle est en train de le faire n'est pas bon, on va pousser en fait le contrôle à ce que l'utilisateur, ça soit à la fin, lui ne soit pas pénalisé et ne se retrouve pas avec son compte usurpé pour des actes de malveillance au sein de Capos. Aujourd'hui, en bilan, tu considères que ce lancement reprécipité du projet Login a porté ses fruits face aux urgences que portait la crise dans l'organisation? Aujourd'hui, c'est vrai que l'urgence qu'on a eue, alors je ne sais pas si c'est une urgence ou pas, mais voilà, comme je l'ai dit, dans ce contexte un peu exceptionnel, on a eu des cellules de crise qui se sont montées, comme dans toutes les organisations. Et là où c'était important, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, notre COMEX, il a su tenir le rabat, on avait un pilote dans l'avion. Le fait qu'ils nous ont suivis, expliqué et stratégiquement ce qu'ils allaient faire et psychologiquement, parce qu'ils étaient très présents, on avait un message toutes les semaines, et ça a vraiment été impressionnant. Nous, à l'inverse, tout ce qui est DSI, DSSI, et puis nous, le COSC, notre objectif, effectivement, c'était d'être capable de dire oui, c'est bon, ce que vous mettez en place comme stratégie, on est capable en fait de vous aider à la mettre en place du fait qu'on a on a les outils et les process qui vont permettre aux gens de travailler à distance. Donc oui, je pense que clairement, ça nous a permis de répondre à une urgence qui était vraiment très importante, qui était là, qui était présente sur des projets puisqu'on allait le lancer. Sauf que le Covid est arrivé au mauvais moment. On aurait pu être déjà prêt depuis longtemps. Ça a juste été un accélérateur du projet, en fait. D'accord. Très bien. Merci Serge, merci Laurent, merci Guillaume pour ce retour d'expérience. On va passer aux questions. Il y en a quelques-unes vraisemblablement. Ce projet, du coup, tu as parlé d'un déploiement de 2000 personnes aujourd'hui. Oui. Quelles ont été les priorités du lancement, les premières applications couvertes? Alors, lorsqu'on a lancé en fait le projet, alors qui s'appelait pas Login au démarrage, mais lorsqu'on a lancé le projet, pour nous, c'était déjà d'avoir une brique qui soit présente, un petit peu une boîte à outils là où on puisse faire plein d'essais. L'objectif, c'était effectivement de se dire, au sein d'une DSI, de là où on est rattaché, on a plein d'outils. Et justement, à cause de ces différentes réglementations, certifications, on le voyait, à chaque fois, on avait des seconds facteurs qui devaient être mis en place. Et puis, le projet décidait de mettre du RSA. Puis, il y avait un autre projet qui obtenait du budget pour faire autre chose. Là, nous, ce qu'on a voulu faire déjà, c'était raccorder l'ensemble des applications des DSI pour l'administrateur, l'exploitant. Et déjà, lui, lui rendre la vie plus facile. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Même moi, je le vois encore au quotidien. J'ai un conteneur de mots de passe où j'ai encore plein de mots de passe qu'il faut que je change assez souvent. Et c'est vraiment très compliqué. Donc, j'ai pris mon cas à moi en me disant qu'est-ce que je peux faire si moi déjà je souffre de ça, qu'est-ce que je peux faire pour mes collègues qui sont dans la même situation que moi et leur rendre un petit peu la vie plus agréable dans leur environnement de travail. Donc on avait décidé de monter ça juste pour cette partie-là. Et puis derrière, la priorité, c'était, on a montré ça sur une passerelle VPN, on a vu que ça marchait, donc c'était avec un équipementier, on a vu que ça fonctionnait, puis toujours pour les mêmes DSI, on s'est dit, voilà, là, on commence à avoir un niveau de sécurité sur l'accès à l'organisation qui est un peu plus forte que plutôt avoir un login, un mot de passe, puis des mécanismes d'authentification complètement différents, parce que l'impact que ça a aussi, c'est plus on a d'infrastructures qui utilisent des technologies différentes, plus il faut du monde pour les maintenir, et plus il faut des process et des procédures différentes, et un taux de connaissance qui est quand même assez compliqué. Là, l'avantage, c'est que justement, on voulait rassembler tout ça et simplifier tout ça pour que ça soit plus facile pour tout le monde, et dans l'exploitation, dans l'utilisation. Et
lorsqu'on a eu la crise, ce qui était raccordé en premier, c'est ça, c'était en fait les passerelles VPN, les DSI qui se disaient, bon, effectivement, on a du VPN, mais on n'a pas de second facteur, comment on peut voir pour accorder ça? Ou à l'inverse, c'était, bon, là, c'est sur cette partie-là, nous, on va arrêter notre VPN, est-ce que vous pouvez nous mettre des VPN à disposition? Et là, on leur envoyait tout ce qu'il fallait pour qu'ils puissent s'authentifier, tout ça toujours avec le même login et le même mot de passe, juste en renforçant l'identité de l'utilisateur sans lui rajouter un mot de passe supplémentaire. Ce périmètre VPN a été couvert rapidement? Oui, on a mis moins d'un mois. En 2 jours, on faisait les raccordements, mais après, il fallait le temps que ça se déploie et que derrière, les gens s'enrôlent dans la fédération d'identité. D'accord, ok. Il y a une question sur les vérifications des comptes tweetés. Est-ce que vous utilisez la très connue base I have been pwned comme référence Alors, aujourd'hui, en fait, on a nos propres bases de leaks qu'on récupère et qu'on contrôle. On évite, pour ma part, hein, après c'est stratégies qu'on applique, on évite en fait d'aller publier ou d'aller tester sur des sites dont on n'a pas la maîtrise. Effectivement, c'est un très bon site. Si le collaborateur souhaite faire le test, il peut le faire. On a nos propres bases de, comme je dis, on a une grosse threat intelligence chez nous et on récupère en fait des bases à laquelle on a accès et on le teste en local. Alors effectivement R24, effectivement c'est aussi maintenant une business unit de DocaPost puisqu'on l'a racheté il y a pas longtemps. On s'est pas encore rapproché des R24, mais on se doute bien au vu en fait des certifications, des qualifications à laquelle ils ont dû être soumis. On se doute bien qu'il y aura des stratégies de cyber un peu spécifiques et on va se rapprocher d'eux pour voir un petit peu ce qu'on peut faire ensemble parce que ce qui est important aussi, c'est un petit peu la diversité de ces DSI et de ces branches, c'est qu'elles ont aussi, elles, des méthodes à laquelle nous, on n'a pas pensé, et potentiellement, c'est derrière un axe, en fait, d'amélioration continue, et pour elles, et pour nous. On a une autre question qui concerne plutôt le terminal. Au-delà du poste de travail, pour accompagner la mobilité, qu'en est-il de votre regard sur la sécurité des organisations dans le déploiement de téléphonie mobile professionnelle pour bénéficier d'une autorisation forte? Alors, la question elle est assez ouverte. Elle n'est pas assez précise. Le fait d'avoir travaillé sur l'identité numérique avec le groupe La Poste, de voir un petit peu ce qu'on a fait avec les solutions Ilex et tout ça. Si on parle en fait du terminal mobile avec une application qui va utiliser des modules sur le mécanisme d'authentification de l'utilisateur, non, on n'a pas été par là, puisque pour nous c'était trop compliqué, trop complexe. Si on parle de ce que je disais tout à l'heure, l'homologation du terminal, alors on peut très bien avoir un déploiement qui peut être fait avec, je ne sais plus, c'était la solution de VMware. La solution qui est utilisée, je ne me souviens plus c'est quoi son nom, où on peut déployer des applications, voilà, AirWatch, là où on peut en fait déployer de l'application et avoir une gestion de flotte très bien, quoi qu'il arrive, ça ne nous permet pas concrètement, si l'utilisateur veut accéder à l'application de l'extérieur, de vérifier si son terminal il est bien valide, il est bien homologué. Donc notre seul moyen, ça serait effectivement de faire déployer le certificat à l'aide d'AirWatch. Maintenant, notre service de téléphonie, ça va être bientôt son process de déployer ces certificats dans les téléphones mobiles pour avoir effectivement un terminal mobile homologué. Ça veut dire qu'en gros, il est bien passé par chez nous, on l'a bien référencé, que c'est un terminal qui vient de chez nous. Après, sur la partie second facteur, c'est juste la possession de son bien. S'il décide d'utiliser un Google Authenticator ou autre, pour moi, il y a une part aussi de responsabilité du collaborateur. C'est vrai qu'on a souvent ce genre de conversation. La sécurité ne peut pas être concentrée en fait à un seul et même endroit. La sécurité, elle doit être faite par tout le monde. Effectivement, on a un accompagnement, une sensibilisation du collaborateur qui doit être fait sur effectivement lui faire comprendre que les outils de l'entreprise, c'est vraiment fait pour le domaine professionnel, qu'il y a une certaine hygiène de vie à avoir avec, qu'il faut qu'il évite de faire, on va dire, des actions personnelles ou alors que le terminal lui soit vraiment préparé pour ça. Il existe des conteneurs où, par exemple, le COSP, nos téléphones, nos environnements de travail sont conteneurisés. Derrière, on va dire, entre guillemets, on a la possibilité de faire des choses personnelles en dehors de ce conteneur. Et puis voilà. Laurent, dans ton expérience, Laurent, les clés sont fréquemment utilisées autour d'environnements mobiles, pas encore, peu. Il y a forcément, bien évidemment, une extension importante à prendre en compte sur les devices mobiles, puisque il serait un
dangereux de considérer la sécurité uniquement autour du desktop ou du laptop ou du serveur. Bien évidemment, l'information aujourd'hui, on la partage tous sur des plateformes mobiles, des tablettes et de manière très massive. Donc, il faut se préoccuper de la sécurité des mobiles et notamment les YubiKey, de par aider cette connexion, cette communication sans contact en NFC. On est capable, avec la même YubiKey, de protéger le laptop et de protéger aussi le mobile, qu'il soit iOS, qu'il soit Android. Donc ça, c'est aussi, bien évidemment, un pan, d'ailleurs, je crois, d'une perspective, en tout cas pour DoCaPoS, d'aller aussi étendre cette sécurité des plateformes, notamment de la mobile. Et du coup, justement, pour capitaliser toujours sur cette plateforme qui a été mise en place, Guillaume, aujourd'hui, Sign & Go a cette capacité à couvrir les environnements mobiles ou à jouer les cinématiques de fédération que jouerait DoCaPoS sur des environnements mobiles? Bien sûr, oui, on a un ensemble de cinématiques sur la partie mobile. Hein, je l'ai expliqué tout à l'heure, on va gérer l'ensemble des usages utilisateurs. L'usage mobile est aujourd'hui au cœur de l'utilisation. Donc, il y a le fait d'utiliser le mobile, comme on disait tout à l'heure, plutôt comme un facteur d'authentification, mais il y a aussi utiliser le mobile comme son terminal, et donc utiliser le mobile dans les différents accès. Et donc, on va offrir, oui, avec Sign & Go, des cinématiques autour de l'application mobile, autour de la fédération d'identité sur les différentes applications mobiles. Du coup, on peut continuer à accompagner DoCaPoS, c'est bien. Justement, Serge, les enjeux, là, comment tu vois la suite, justement, dans la continuité, dans ce changement qui est drastique dans les méthodes de travail? Comment tu vois la suite, l'évolution de tes besoins, de tes enjeux, tes projets? La suite va être très simple, hein, c'est qu'aujourd'hui on a des périmètres, comme je disais, qui doivent être certifiés, qui sont audités. On a des gens qui font de l'exploitation, on a des postes métiers de production qui utilisent encore des outils ou qui sont encore gérés par des infrastructures qui sont complètement à part. Effectivement, là on a un projet en fait de test pilote sur un périmètre pour déployer des agents ESSO. Donc là, c'est embarquer la fédération d'identité avec un agent en fait sur le poste de travail pour remplacer certaines technologies que nous avons et qui sont maintenant très compliquées à maintenir. On a aussi l'évolution, la partie augmenter le mécanisme en fait du second facteur. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est génial. On a une clé Yubico, YubiKey, on appuie dessus, ça envoie en fait l'OTP. C'est très bien. Moi, j'ai vu que là, maintenant, bientôt, on allait avoir une nouvelle clé avec un mécanisme en fait de biométrique, où là, en fait, les données biométriques sont stockées dans la clé. Donc, on s'affranchit un petit peu des problématiques qu'on pourrait rencontrer avec la partie déclaration de CNIL sur les données de l'utilisateur, puisqu'elles restent dans la clé et elles sont en possession de l'utilisateur. Donc là, voilà, on va rajouter un mécanisme supplémentaire qui serait, pour ma part, comparable à un certificat. On va dire une biclé avec un certificat dans une clé, dans ce qu'on appelle un QSCD, et puis derrière, que la personne en fait tape son code PIN pour pouvoir s'authentifier. Donc ça vraiment, on essaie vraiment de pouvoir mettre ça en place. Et puis derrière, on a plein d'idées, mais après, bon, toutes les idées ne sont pas bonnes à prendre, mais on fait du VDI. Pourquoi pas faire une étude, en fait, se dire, au lieu de déployer des machines virtuelles sur des hyperviseurs qui sont là en train de tourner, plutôt de se dire, tu viens de t'authentifier sur la fédération d'identité, je vais démarrer soit ta VM de VDI ou alors je vais te la déployer, ça va prendre 3 minutes, va boire un café, tu reviens en 10 minutes, c'est bon, ou 3 minutes. Voilà, on a plein d'idées. Nous, ce qu'on aime bien, c'est que dans la solution de Dilex, c'est que c'est un peu le couteau suisse, on fait un peu ce qu'on veut, on a moyen de regarder dans des scripts, on a même toute une partie scripting, j'ai envie de dire qu'il n'y a plus de limite, quoi. Il y a vraiment plus de limite. Du moment qu'on arrive à s'interfacer dans l'écosystème, en fait, qui sont le SAML, l'OpenID, le Hôte, la partie Microsoft, et puis maintenant, effectivement, le fait qu'on puisse intégrer le SSO sur des postes de travail. Quoi. Très bien. Je pense qu'on a, j'espère, bien compris l'intérêt de s'adosser à des faiseurs comme Ilex et Yubico pour accueillir et adapter un système hétérogène dans la sécurisation et le renforcement de la gestion des accès au OSI. Les questions ont été toutes vues, je crois. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Sinon, je vous confirme du coup que ce webinaire sera accessible en replay
les malchanceux qui n'auraient pas pu y assister, et que nous tenons à votre disposition en cas de questions complémentaires sur lesquelles on pourra répondre par la suite, bien évidemment. Donc, pas d'autres questions qui arrivent. Non, je ne crois pas. Messieurs, je vous remercie beaucoup pour votre intervention, participation. Merci à tous les participants et les inscrits à ce webinaire d'être parmi nous. Je me contente de vous souhaiter une excellente journée. Le replay disponible. Et merci à tous pour votre participation. Merci. Au revoir. Merci Fabrice. À bientôt. Au revoir.